Oui. Alors, on va faire l'interview. D'abord, on va parler un petit peu de vous. Et on va parler, bien entendu, de l'association, du début, de sa création, etc. De ses actions, où vous en êtes aujourd'hui, quels sont les éventuels besoins de l'association aujourd'hui. Voilà, donc une discussion complète sur toute la thématique. Alors, je vous écoute. Vous d'abord. Oui, mais vous me posez des questions. Alors, simplement me parler un petit peu de vous par rapport à l'association. Eh bien, Donc, voilà, vous êtes la présidente de l'association. je suis tout d'abord atteinte d'une rétinopathie pigmentaire, qui est une maladie génétique de la rétine. Lorsqu'on m'a appris que j'avais cette pathologie il y a longtemps, j'avais 34 ans, j'étais maman de 2 petites filles de 4 ans, et on m'a brutalement annoncé la nouvelle, vous avez une maladie génétique très grave, qui évolue inexorablement vers la cécité et qui est sans thérapie. Vous recevez ça en plein visage, et quand vous êtes jeune, que vous construisez votre vie, que vous avez un mari et 2 jeunes enfants, vous êtes foudroyé. Et de surcroît, on m'a annoncé que j'étais un cas unique. Voilà. Donc que faire? Évidemment, dans ma famille, personne n'avait cette pathologie-là. Que faire quand vous apprenez ça? Sur le moment, j'avais quand même une vision, je dirais, correcte, convenable. Une vision. Je n'ai probablement jamais eu un champ visuel normal. D'accord. Car je vais faire un tout petit cours d'ophtalmologie, si vous voulez, pour voir, lorsqu'on a une vision normale, on a une vision périphérique à 180 degrés. C'est la vision des bâtonnets. Nous avons des milliards de bâtonnets qui vous permettent de vous mouvoir. C'est-à-dire que cette vision-là vous permet de contourner les obstacles, de vous mouvoir, d'aller, venir, etc. Et puis vous avez une deuxième vision, qui est la vision centrale, ou bien la vision maculaire. La macula, c'est quoi? C'est un petit millimètre carré de la vision centrale, qui est la vision des cônes, qui sont beaucoup moins nombreux et qui vous permettent la vision fine. C'est la vision qui vous permet de lire, d'écrire, de voir les couleurs, de voir tout ce qui est très fin. Vous rentrez dans un ascenseur, vous appuyez sur un bouton, etc. Donc, cette pathologie dont je suis atteinte, qui est une rétinite pigmentaire, a cette spécificité, c'est que dès le départ, j'ai toujours été aveugle la nuit. Mes parents s'en sont aperçus car j'étais une enfant très vivante, et lorsque la nuit tombait, je me cognais dans tout, je rentrais dans tout. Donc, une gêne évidemment très importante. Et évidemment, à ce moment-là, il n'y avait pas du tout de diagnostic. Étant donné que je vivais normalement dans la journée, du reste, j'ai suivi des études secondaires et j'ai passé mes diplômes, mes examens, sans problème, avec très probablement un champ visuel certainement jamais égal à 180 degrés. J'ai dirigé des centres de vacances, j'ai conduit la voiture, je vivais normalement, car lorsqu'on est enfant, de toute manière, on s'adapte. On pensait que c'était une anomalie, comme si vous naissiez avec un petit doigt en moins ou autre chose. Une anomalie, point final. Hein, voilà. Donc, vous apprenez donc à 34 ans que vous avez cette maladie, vous êtes un cas unique, et cette maladie évolue inexorablement. Ce mot est entré dans mes cellules vers la cécité. C'est terrible, vous savez, vous êtes foudroyé. Donc vous vivez avec ça en se demandant, effectivement, c'est une épée de Damoclès. J'ai peut-être eu la chance d'avoir une évolution lente, hein, parce que maintenant je suis en phase vraiment très très sévère, mais des enfants peuvent être aveugles très rapidement. Alors d'une personne unique, sur le moment, vous prenez ça de plein fouet, et comment réagir? Vous gardez cette souffrance en vous, elle ne vous quitte pas, on se demande si on va pouvoir élever ses enfants, comment, etc. Et puis, j'ai continué ma carrière, j'avais une carrière de social, hein. J'ai continué ma carrière presque normalement, avec une petite évolution, mais enfin, j'avais l'impression que ça ne bougerait peut-être pas, étant un cas unique. Et puis, évidemment, un beau jour, il y a une évolution plus importante, et j'ai dû arrêter mes fonctions. J'ai dû arrêter pour cause de handicap visuel grave. Et à ce moment-là, j'étais vraiment désespérée,
parce que je me suis dit, bon, bah ça y est, tu termines aveugle, c'est terminé, ta vie est terminée. Donc j'ai eu un petit moment, on peut dire, de déprime. Je peux imaginer. Ça peut se comprendre, Oui, ça peut se comprendre. Tout à fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré, donc à France 3 Sud, le papa de Valérie Chénine, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je voulais vraiment... j'avais quelque chose à dire, j'avais une révolte en moi parce que j'apprenais quelque chose que je ne connaissais pas, que personne ne connaissait. J'avais passé mes concours sans problème. Et puis on m'annonce ça. Alors je vais à France 3 à la Colline à l'époque et je tombe sur Valérie Chénine qui était jeune, jeune stagiaire. D'accord. Et je lui raconte mon histoire. Elle me dit, oh madame, ça doit être triste de perdre la vue. Mais j'avais quand même une vision centrale parce que dans la pathologie telle que je vous décris la mienne, il y a tout d'abord un rétrécissement du champ visuel. Toutes les cellules de la périphérie qui sont programmées, puisque c'est génétique, c'est une maladie auto-immune. C'est notre propre immunité qui détruit nos cellules. C'est comme des petits soldats, nos propres soldats, qui se tuent entre eux, donc qui détruisent. Pourquoi? C'est un mauvais codage, c'est génétique, on n'a pas encore très bien compris le mécanisme. Et donc, progressivement, nos artères sont grêles. Les artères qui irriguent notre rétine sont grêles comme des cheveux, ce qui fait qu'elles sont, bien sûr, elles manquent d'oxygène. Et progressivement, les cellules de la périphérie n'étant pas irriguées, elles meurent. Et elles laissent ces saletés qu'on appelle des pigments. D'où cette maladie de rétinite pigmentaire. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, petit à petit, ou plus vite, tout dépend des personnes. Petit à petit, la périphérie diminue, rétrécit comme, c'était une de mes expressions, comme une peau de chagrin. Et on arrive à une vision tubulaire. Nous n'avons plus de vision périphérique. C'est-à-dire que vous voyez devant vous et vous pouvez rentrer dans un pilier gros comme ça, la tête dedans. Alors c'est très difficile à expliquer et à comprendre d'ailleurs pour le public, parce que si vous avez remarqué, nos yeux restent vivants. Notre rétine, si vous voulez, si on peut la comparer à un appareil photo qui dans le temps avait une pellicule. Si vous ne mettiez pas de pellicule dans votre appareil photo, ou bien si la pellicule était de mauvaise qualité, vous pouviez appuyer là-dessus, vous n'aviez pas d'image. Et la pellicule de notre œil, c'est notre rétine. C'est la rétine qui réceptionne toutes les images. C'est transmis au cerveau par le nerf optique, le cortex est renvoyé. Donc, si votre rétine est en mauvais état, vous pouvez avoir un bel appareil photo, un bel œil, vous n'aurez pas d'image. Donc, si vous voulez, progressivement, les cellules de la périphérie meurent, les bâtonnets meurent de plus en plus, jusqu'à une vision tubulaire. Vous pourrez faire l'essai un jour, vous prenez une feuille de papier à 3 ou à 4 et vous mettez un petit tube. Et vous mettez ça devant vos deux yeux. D'accord? Ça veut dire que vous ne verrez rien. Par contre, vous pouvez, pour certaines personnes, avoir une bonne vision centrale, qui est donc la vision maculaire. Car il vous reste beaucoup de cônes de la vision centrale qui vous permettent cette vision fine. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre pathologie? Alors, si vous voulez, pour revenir au départ, pensant être un cas assez unique, je vais voir Valérie qui me dit, oh madame, ça doit être triste, on va faire un reportage. Elle vient chez nous, on avait la chance d'avoir 3000 m² en périphérie de Montpellier, un escalier, on nous filme, on discute. Et puis, évidemment, en Languedoc-Roussillon, je lance cet appel. Enfin, c'est même pas un appel que je lançais à ce moment-là. J'expliquais cette maladie terrifiante, qu'on découvrait en quelque sorte. Et dans la semaine qui a suivi, parce qu'elle a fait un reportage remarquable, elle était adorable, je lui suis très reconnaissante. Et dans la semaine qui a suivi en Languedoc-Roussillon, j'ai reçu pas loin de 400 appels me disant, madame, mais attendez, je ne suis pas sur liste rouge, j'avais laissé mes coordonnées, j'ai la même chose que vous, je ne bois pas la nuit, dans la journée. Oh, mais ça a changé tout. Je n'étais plus seule. Et passé ce moment de désespoir et de dépression, ça m'a donné, si vous voulez, un peu d'énergie, un coup de fouet. Et j'ai essayé de rassembler à Montpellier un maximum de personnes. Déjà pour se rencontrer, pour pouvoir parler de cette pathologie.
Mon mari m'a aidé, Dieu merci, on est mariés depuis 52 ans, et donc il m'a toujours soutenue. Donc on a rassemblé à Montpellier un maximum de personnes. Je crois qu'on s'était retrouvés à 80-90. Et on avait organisé un repas dans un petit restaurant sympa, manière de nous retrouver. Et là, nous n'étions plus seuls. Alors évidemment, j'étais une pionnière. Ça, j'y tiens, je revendique le titre. Parce que jusqu'alors, il y avait beaucoup d'associations qui m'ont très mal accueilli d'ailleurs, parce qu'il y avait des chiens guides d'aveugles, oui. La croisade des aveugles, les cannes blanches, la fédération des aveugles. Oui. Tous ont leur utilité. Je suis tout à fait d'accord. Mais qu'est-ce que l'on faisait? Et c'était utile. On distribuait des cannes blanches, on distribuait des chiens guides d'aveugles, et on essayait tant bien que mal, pardon pour l'expression, mais de laisser crever les aveugles dans leur coin. D'accord? Et personne, jusqu'alors, n'avait pensé à la recherche, parce que personne n'avait travaillé là-dessus. Personne ne connaissait cette pathologie vraiment, encore que, quand ma vision était convenable, ma vision centrale, j'avais fouillé à la faculté de médecine de Montpellier, et j'avais trouvé un livre médical qui annonçait que 150 ans auparavant, un ophtalmo de Nîmes avait fait sa thèse sur la rétinite pigmentaire, ce qui m'a permis de dire aux ophtalmos, qu'avez-vous fait depuis 150 ans? Puisque c'était pas connu, j'étais pas rétine-incara, et pas si rare, puisque déjà en Languedoc-Roussillon. Alors là, c'est vrai, j'ai eu une espèce de révolte. Comment on laisse devenir aveugles des gens, on leur distribue une canne blanche, un chien guide d'aveugle, et on les laisse dans leur coin. Donc ça m'a donné des ailes, on s'est retrouvés, etc. Et puis j'ai dit bon, je ne peux pas laisser ça comme ça. Comment se fait-il que la recherche n'ait rien fait? Je suis allée au centre d'ophtalmo, tout le monde me dit, oh bon, non, enfin bon, etc. Vous savez, on patauge, d'abord. Et puis, mais j'avais cette idée fixe qui ne m'a pas quittée, monsieur, depuis 27 ans. Alors, j'ai eu la chance à Montpellier d'avoir, qui pouvait être contesté ou pas, mais Georges Frêche, tout le monde le connaît, qui a été maire de Montpellier, député maire, puis président de la région. Et il avait donc, pendant 12 ans, nous avons eu Euromédecine à Montpellier. Vous êtes trop jeune certainement et vous ne connaissez pas. C'était un carrefour de scientifiques qui dépassait le cadre des entretiens de Bichat. Donc je suis allée frapper à toutes les portes. Je n'acceptais pas, jeune, de perdre la vue, sans qu'on me dise pourquoi, sans qu'on ne cherche pourquoi. Et donc, il a eu, je lui rends cet hommage, de me faire inaugurer toutes les